Il m'a jeté dehors comme un chien galeux, sous une pluie battante qui glaçait mes os, mais pas autant que ses paroles. Va faire la sangsue ailleurs, a-t-il hurlé, la voix brisée par une rage que je ne comprenais que trop bien. Mes valises ont atterri lourdement sur les pavés mouillés de notre vieille allée à Besançon, s'ouvrant sous l'impact et éparpillant mes quelques vêtements dans la boue. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai simplement ramassé mes affaires en silence, sous le regard méprisant de ma propre famille, sans savoir que mon départ allait signer leur arrêt de mort financier. 2 semaines plus tard, mon téléphone vibrait d'un message paniqué de mon père. Pourquoi la banque refuse ma carte? J'ai souri, une tasse de thé à la main, et j'ai tapé 4 mots qui allaient détruire leur monde, demande à la sangsue. Mais avant de vous raconter comment j'ai fait s'effondrer leur château de cartes, il faut que vous compreniez comment nous en sommes arrivés là. Bonjour à tous, je m'appelle Fanette. Ce que je vais vous raconter aujourd'hui est l'histoire la plus douloureuse mais aussi la plus libératrice de ma vie. C'est une histoire de trahison, d'argent, et de la difficulté de couper les ponts avec ceux qu'on est censé aimer. Avant que je ne vous plonge dans les détails sordides de cette nuit-là et des années de manipulation qui l'ont précédée, j'aimerais savoir qui m'écoute en ce moment. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville de France ou d'ailleurs vous regardez cette vidéo, et quelle heure il est chez vous. Est-il tard? Êtes-vous seul? Parfois, savoir qu'on n'est pas seul à écouter ces histoires nous aide à nous sentir moins isolés. Allez-y, écrivez-le maintenant, je vous attends. Revenons à cette nuit de novembre. Le tonnerre grondait au-dessus des collines du Doubs, mais l'orage à l'intérieur de la maison familiale était bien plus violent. Mon père, Baudouin, se tenait sur le seuil, le visage cramoisi, les veines de son cou saillantes. Derrière lui, ma mère, Clotilde, se tordait les mains, non pas d'inquiétude pour moi, mais de peur que les voisins n'entendent. Et puis il y avait Olympe. Ma petite sœur. Elle se tenait dans l'escalier, drapée dans son peignoir en soie, un petit sourire en coin, comme si elle assistait à une pièce de théâtre divertissante dont elle était l'héroïne intouchable. Tu n'es qu'un parasite, Fanette, a continué mon père, sa voix résonnant dans la rue déserte. Tu vis sous mon toit, tu profites de notre nom, de notre statut, et tu oses me refuser ça? Tu n'as aucune gratitude. Dégage. Et ne reviens que lorsque tu auras appris ce que signifie le respect filial. Le respect filial. L'ironie de ces mots me brûlait la gorge. J'ai regardé cette maison bourgeoise, cette façade imposante qui cachait tant de pourriture, et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas ressenti le besoin de m'excuser. J'ai senti le froid de la pluie traverser mon pull, mais à l'intérieur, une petite flamme venait de s'allumer. Une flamme froide, précise et dangereuse. J'ai chargé mes sacs dans le coffre du taxi que j'avais réussi à appeler. Le chauffeur me regardait avec pitié dans le rétroviseur, mais je n'avais pas besoin de sa pitié. J'avais besoin de distance. Alors que la voiture s'éloignait, laissant derrière elle la seule maison que j'avais jamais connue, je n'ai pas regardé en arrière. Je ne savais pas encore où j'allais dormir, ni comment j'allais récupérer le reste de mon matériel d'horlogerie, mais je savais une chose, le robinet était fermé. Ils pensaient que j'étais une sangsue? Très bien. Ils allaient bientôt découvrir ce qui arrive à un organisme quand on lui retire son cœur. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'en me jetant dehors, ils venaient de se jeter eux-mêmes dans le vide, sans parachute. Mais comment une fille dévouée de 32 ans en arrive-t-elle à être traitée de parasite par les parents qu'elle soutient à bout de bras? Pour comprendre cette injustice, nous devons remonter le temps. J'ai grandi dans l'ombre d'Olympe. C'est une phrase cliché, je sais, mais dans la famille Parker, c'était une réalité physique. Dès sa naissance, Olympe a capté toute la lumière, tout l'oxygène de la maison. Elle était blonde, bouclée, charmante, capable de faire rire mon père d'un simple battement de cils. Moi? J'étais Fanette. Brune, sérieuse, trop calme, trop technique. Mes parents, Baudouin et Clotilde, aimaient l'idée d'avoir une famille parfaite à présenter à la bonne société de Besançon. Olympe était leur trophée. Elle faisait de la danse classique, du piano, de l'équitation. Chaque caprice était un ordre. Elle est sensible, tu comprends, Fanette? Il faut la protéger, me disait ma mère chaque fois que je devais céder mes jouets, mon temps, ou plus tard, mon argent de poche. Moi, j'ai trouvé refuge dans le silence des mécanismes.
J'avais 10 ans quand j'ai réparé la vieille horloge comptoise du salon qui ne fonctionnait plus depuis des années. J'aimais la logique implacable des engrenages. Si une pièce est à sa place, ça marche. Si elle est usée, ça casse. Il n'y a pas de mensonge, pas de manipulation, pas de favoritisme dans une horloge. C'est un monde binaire et rassurant. C'est devenu ma vocation. À 20 ans, j'étais déjà apprenti chez un maître horloger réputé. À 25 ans, je commençais à me faire un nom dans la restauration de montres anciennes. Je gagnais bien ma vie, très bien même, car la patience est une denrée rare. Mais aux yeux de mes parents, j'étais une sorte d'ouvrière glorifiée. Tu as les mains toujours tachées d'huile, soupirait mon père en regardant mes doigts. Ce n'est pas très distingué pour une jeune fille. Regarde ta sœur, elle va devenir influenceuse lifestyle, c'est moderne, c'est brillant. Brillant, oui. Mais vide. Olympe avait 26 ans et n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie. Elle commençait des études d'art, puis de communication, puis de mode, abandonnant à chaque fois au bout de 3 mois parce que les professeurs étaient jaloux d'elle. Mes parents applaudissaient chaque nouvel échec comme s'il s'agissait d'une réorientation stratégique de génie. Pendant ce temps, je suis restée à la maison. Non pas parce que je ne pouvais pas partir, mais parce qu'on m'avait conditionnée à croire que c'était mon devoir. Tu es l'aînée, Fanette. Tu es le pilier. Ta sœur a besoin de voler, mais toi, tu es les racines. Quelle belle métaphore pour dire, tu es celle qui paie. Je voyais les fissures que mes parents refusaient de voir. Je voyais les lettres de relance s'empiler sur le bureau de mon père. Je voyais ma mère acheter des robes de créateur pour Olympe alors que le frigo était vide. Et comme une bonne petite horloge bien réglée, je colmatais les brèches. Je réparais. Je payais. Je pensais acheter leur amour, ou au moins leur reconnaissance. Quelle erreur monumentale. On n'achète pas l'amour de narcissiques, on finance simplement leur mépris. J'étais devenue l'architecte de ma propre prison, et les barreaux étaient faits de ma loyauté aveugle. Mais le plus grand piège, celui qui allait tout déclencher, c'était ce maudit compte joint. Il y a 5 ans, mon père a fait une mauvaise passe. C'est ainsi qu'il l'a qualifié. En réalité, il avait investi la quasi-totalité de leurs économies dans une escroquerie pyramidale vantée par un de ses amis du club de golf. Il risquait de perdre la maison. C'était la panique totale. Ma mère pleurait dans la cuisine, Olympe criait qu'elle ne pourrait pas supporter la honte d'être pauvre. C'est là que je suis intervenue. J'avais des économies conséquentes grâce à la restauration d'une collection privée suisse. J'ai couvert les dettes immédiates. Mais mon père, dans son immense orgueil, ne pouvait pas accepter d'être sauvé par sa fille. Il a donc proposé une solution qui, à l'époque, me semblait logique, le compte de gestion familiale. On va ouvrir un compte joint, Fanette, m'a-t-il dit avec l'air sérieux d'un banquier d'affaires. Tu y verses ta contribution pour le loyer et la nourriture, je gère mes investissements restants, et maman gère le quotidien. Comme ça, tout est transparent. C'est une entreprise familiale. J'ai accepté. J'ai signé. Et c'est ainsi que le piège s'est refermé. Au début, je versais 1 000 € par mois. C'était raisonnable pour vivre dans la grande maison familiale. Mais petit à petit, les besoins ont augmenté. Le toit fuyait, la chaudière lâchait, Olympe avait besoin d'une nouvelle voiture pour ses rendez-vous clients, qui étaient en fait des séances de shopping. Mon père me disait, les liquidités sont bloquées dans mes placements, Fanette, avance un peu plus ce mois-ci, je régulariserai plus tard. Je suis passé à 2 000 €. Puis 3 000 €. Puis, depuis 2 ans, je versais l'intégralité de mon salaire fixe sur ce compte, ne gardant que mes primes pour mes économies personnelles. En échange, je vivais dans la chambre d'amis du rez-de-chaussée, ma chambre d'enfance avait été transformée en dressing pour Olympe, je faisais les courses, je cuisinais le week-end, et je réparais tout ce qui cassait. Le pire, c'est qu'ils avaient fini par croire à leurs propres mensonges. Ils s'étaient persuadés que l'argent sur ce compte venait des rentes mystérieuses de mon père. Ma contribution était minimisée, effacée de leur mémoire sélective. Heureusement que papa sait gérer l'argent, disait souvent Olympe en montrant son nouveau sac à main, acheté avec ma sueur. Toi, Fanette, avec ton petit boulot manuel,
Tu ne pourrais jamais nous offrir cette vie. J'encaissais. Je serrais les dents. Je me disais qu'ils étaient ma famille, que c'était temporaire. Je me disais qu'au fond, ils savaient. Mais il n'y a pas de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir, surtout quand sa vue dépend de votre portefeuille. Je me souviens d'un soir, j'étais épuisé après avoir passé 10 heures courbé sur un mécanisme breguet minuscule. Je suis rentré et j'ai trouvé une note sur la table de la cuisine. Fanette, on a commandé des sushis, il n'en reste plus. Pense à vider le lave-vaisselle avant de te coucher. Bisous, maman. J'ai mangé un morceau de pain rassis en fixant le lave-vaisselle. J'ai senti une boule se former dans ma gorge. Ce n'était pas de la tristesse. C'était le début de la réalisation. Je n'étais pas leur fille. J'étais leur personnel de service, leur banquier, leur assurance-vie. Et ils me méprisaient pour ça. Mais je n'étais pas encore prête à partir. Il fallait un électrochoc. Et cet électrochoc est arrivé sous la forme d'une pendule brisée. C'était une pendule Louis XV, une merveille de marqueterie et de bronze doré, confiée par un conservateur de musée de Lyon. Sa valeur était inestimable, non seulement en euros, mais en histoire. Je l'avais installée temporairement sur l'établi de mon atelier, qui se trouvait malheureusement dans une annexe du salon, car la lumière y était meilleure. J'avais formellement interdit à quiconque d'y toucher. Ce samedi-là, je devais aller chercher des pièces de rechange à Genève. Quand je suis rentré, tard dans la soirée, la musique faisait trembler les vitres de la maison. Olympe avait organisé une soirée dégustation avec ses amis. L'odeur de cigarettes et de vin bon marché m'a sauté au visage dès l'entrée. Mon cœur s'est arrêté quand j'ai vu la porte de mon atelier grande ouverte. J'ai couru. Et là, au milieu de la pièce, un ami d'Olympe, visiblement ivre, mimait un chef d'orchestre avec le balancier de la pendule. Le cadran en émail, fragile comme une coquille d'œuf, gisait par terre, fendu en deux. Arrêtez, ai-je hurlé, un cri animal qui a figé la pièce. J'ai arraché le balancier des mains de l'idiot et je me suis agenouillé près du cadran brisé. Mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine toucher les morceaux. C'était une catastrophe professionnelle absolue. Olympe est entrée, un verre à la main, les joues roses. Oh là là, Fanette, détends-toi. C'est juste un vieux truc poussiéreux. Cédric voulait juste s'amuser. On te paiera la réparation, c'est bon. Tu me paieras, ai-je murmuré, la voix blanche. Olympe, ce cadran est irremplaçable. Il faut des semaines de travail pour le restaurer, et ça ne sera plus jamais l'original. Tu as idée de ce que tu as fait? C'est là que ma mère est intervenue, attirée par le bruit. Elle a regardé la scène, a vu les larmes de stress monter aux yeux d'Olympe, toujours la victime, et s'est tournée vers moi avec un regard dur. Fanette, arrête de faire un scandale devant les invités. Tu fais honte à ta sœur. C'est ta faute, tu n'avais qu'à pas laisser traîner tes bricolages dans les espaces communs. Excuse-toi auprès de Cédric pour lui avoir crié dessus. Le monde a vacillé autour de moi. Je devais m'excuser? Pour avoir protégé mon travail, ma passion, mon gagne-pain, contre leur vandalisme? J'ai passé les 3 nuits suivantes sans dormir, enfermé dans l'atelier, à recoller l'émail millimètre par millimètre sous une loupe binoculaire, les yeux brûlants de fatigue et de rage contenue. J'ai dû commander des pigments spéciaux à mes frais, payer un coursier express. Coût total, 800 € et une partie de mon âme. Personne ne m'a demandé comment ça avançait. Personne ne s'est excusé. Au contraire, mon père a râlé parce que j'avais mauvaise mine au petit déjeuner et que ça plombait l'ambiance. Je dois faire une pause ici car mes mains tremblent encore rien qu'en écrivant ce souvenir. Dites-moi, très honnêtement, si votre famille détruisait votre outil de travail et vous forçait à vous excuser, qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous explosé sur le champ? Ou auriez-vous fait comme moi, avaler la couleuvre pour maintenir une paix factice? Écrivez, j'aurais tout cassé, j'aurais pleuré, dans les commentaires. J'ai besoin de savoir si ma réaction était normale ou si j'étais déjà complètement sous leur emprise. Cet incident a marqué une rupture en moi. J'ai compris que mon travail, qui était toute ma vie, n'avait aucune valeur pour eux. C'était juste un bricolage qui finançait leur champagne. Mais le pire restait à venir. Olympe a rencontré Marceau,
et l'humiliation est passée à un niveau public. Quelques mois après l'incident de l'horloge, Olympe a rencontré Marceau. C'était le gros lot. Héritier d'une dynastie de viticulteurs de Bourgogne, beau garçon, arrogant juste ce qu'il faut pour plaire à mon père. Olympe était aux anges. Elle avait enfin trouvé quelqu'un capable de financer ses rêves de grandeur encore mieux que je ne le faisais. La première visite officielle de la famille de Marceau a été un spectacle grotesque. Ma mère avait engagé un traiteur de luxe, avec ma carte bleue, bien sûr, mais prétendait avoir cuisiné elle-même. La maison avait été récurée de fond en comble, par moi. Tout devait être parfait pour impressionner Madame Gersande, la mère de Marceau, une femme au regard d'acier et au collier de perles plus gros que des œufs de pigeon. La veille du dîner, ma mère est venue me voir dans ma chambre. Elle avait ce sourire doucereux qui annonçait toujours une demande terrible. « Fanette, ma chérie. Pour demain soir, ton père et moi avons pensé. Ce serait peut-être mieux si tu n'étais pas à table avec nous. » J'ai posé mon livre. « Pardon ? Eh bien, tu sais comment sont ces gens ? Ils sont très vieille France. On leur a dit qu'Olympe venait d'une lignée d'artistes et d'intellectuels. Ton métier manuel, tes mains abîmées, on a peur que ça fasse mauvais genre. On a dit que tu étais en déplacement à Zurich pour une expertise. C'est plus chic. » J'ai senti un coup de poignard dans l'estomac. Ils avaient honte de moi. Ils avaient littéralement inventé une vie pour me cacher. Donc je dois disparaître ? Dans ma propre maison ? Ne sois pas dramatique. Tu pourras rester dans ta chambre ou à l'atelier. On t'apportera une assiette. Fais-le pour ta sœur. C'est son avenir qui se joue. J'ai accepté. Je me déteste encore aujourd'hui pour ça, mais j'ai accepté. J'ai passé la soirée de mes fiançailles par procuration enfermée dans mon atelier, écoutant les rires qui montaient du salon. J'ai mangé un sandwich froid. Vers 23 heures, je suis sortie doucement pour aller chercher un verre d'eau. La porte du salon était entr'ouverte. J'ai entendu la voix perçante d'Olympe. « Oh, ma sœur ? » ?»« Oui, la pauvre. Elle est un peu simplette. Elle vit ici parce qu'elle ne s'en sortirait pas toute seule. Elle bricole des vieilles montres, c'est son petit passe-temps. Mais bon, il faut bien que quelqu'un s'occupe des basses besognes, n'est-ce pas ? » Des rires polis ont suivi. Puis la voix de Marceau, « C'est noble de votre part de la prendre en charge. Toutes les familles ont leur fardeau. » Un fardeau. J'étais le fardeau. Moi qui payais le vin qu'ils buvaient, le canapé sur lequel ils étaient assis, l'électricité qui éclairait leur visage hypocrite. J'étais le fardeau. Je suis retournée dans ma chambre sans faire de bruit. Je n'ai pas dormi. J'ai regardé le plafond toute la nuit, et pour la première fois, j'ai commencé à faire des calculs mentaux. Non pas des calculs d'horlogerie, mais des calculs financiers. Combien avais-je donné ? Combien me restait-il ? Et surtout, combien de temps allais-je encore supporter d'être le fantôme de ma propre existence ? Mais il n'avait pas fini de me dépouiller. Il voulait plus que mon argent et ma dignité. Il voulait mon avenir. Il voulait l'appartement de grand-mère. Ma grand-mère maternelle était la seule personne de cette famille qui m'aimait vraiment. À sa mort, il y a 3 ans, elle avait laissé un petit appartement de 2 pièces dans le vieux centre de Besançon. Sur le testament, l'appartement revenait à ma mère, mais grand-mère m'avait fait promettre d'en faire mon espace. C'est pour toi, Fanette. Pour ton indépendance, m'avait-elle chuchoté à l'hôpital. Ma mère, trop paresseuse pour gérer un bien immobilier, m'avait laissé les clés en disant « Fais en ce que tu veux, tant que je n'ai rien à payer. » J'avais pris cette phrase au pied de la lettre. Pendant 3 ans, j'avais investi 40 000 € de mes économies personnelles pour tout refaire. J'avais isolé les murs, refait la plomberie, installé un système de sécurité pour mes montres précieuses. C'était devenu mon sanctuaire, mon futur atelier indépendant. Je comptais y emménager définitivement après le mariage d'Olympe. Mais 1 mois avant le mariage, Olympe est entrée dans la cuisine, un plan d'architecte à la main. « Regarde maman », s'est-elle exclamée. Marceau et moi, on a pensé que l'appartement de mamie serait parfait pour nous au début. C'est cosy, c'est en centre-ville. On va juste casser le mur que Fanette a monté pour faire un grand dressing.
J'ai lâché ma tasse de café. Elle s'est brisée sur le carrelage, un son net et brutal. Pardon, ai-je dit. C'est mon atelier. J'ai tout payé. J'ai tout rénové. Ma mère a soupiré, comme si j'étais une enfant capricieuse refusant de prêter un jouet. Fanette, sois raisonnable. Olympe va se marier. Elle a besoin d'un nid. Toi, tu es célibataire, tu es bien ici avec nous. À quoi ça te sert un appartement vide? Ce n'est pas vide. C'est mon lieu de travail. Et j'ai mis 40 000 € dedans. Mon père a levé les yeux de son journal. Tu as mis cet argent parce que tu le voulais. Personne ne t'a forcé. L'appartement est au nom de ta mère. Juridiquement, c'est à nous. Et nous décidons de l'offrir à Olympe et Marceau comme cadeau de mariage. C'est normal, c'est la famille. Les biens doivent aller à ceux qui construisent l'avenir. Ceux qui construisent l'avenir. Sous-entendu, ceux qui se marient et font des enfants. Moi, la vieille fille horlogère, je n'avais pas d'avenir. J'étais une impasse génétique et sociale. Je ne rendrai pas les clés, ai-je dit, ma voix tremblant de rage. Si vous voulez cet appartement, il faudra me rembourser les travaux. Olympe a éclaté de rire. Te rembourser? Mais tu es dingue. On est ta famille. Tu es vraiment radine, c'est maladif chez toi. Marceau avait raison, tu es un fardeau asocial. Ils ont changé les serrures de l'appartement le lendemain. Ils ont engagé un serrurier, avec l'argent du compte joint, donc mon argent, pour forcer la porte de mon sanctuaire. Quand je suis arrivé là-bas et que ma clé n'a pas tourné, j'ai compris qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Ils venaient de me voler. Légalement, peut-être pas, mais moralement, c'était un braquage. J'ai senti quelque chose se briser en moi, plus définitivement que le cadran de l'horloge. C'était le dernier lien affectif. Il ne restait plus que la froideur des chiffres. Et les chiffres allaient bientôt se retourner contre eux. La semaine précédant le mariage était électrique. Olympe était une tornade de stress et d'exigence. Elle avait décidé à la dernière minute que la salle des fêtes communales n'était pas assez bien. Elle voulait le château de Véret, un domaine prestigieux hors de prix. C'est le seul endroit digne de l'Union Parker-Miller, avait-elle décrété. Je suis rentrée du travail un mardi soir, l'esprit encore occupé par le vol de mon appartement. Mon père m'attendait dans le salon, assis dans son fauteuil en cuir comme un roi sur son trône. Sur la table basse, une facture imprimée sur du papier glacé. « Assieds-toi » a-t-il dit. Pas de bonjour. Il a poussé la facture vers moi. 25 000 €. Acompte pour la location du château, le traiteur exclusif et les fleurs. À régler sous 24 heures. C'est quoi ça, ai-je demandé, bien que je sache déjà la réponse. Le bonheur de ta sœur, a répondu ma mère en entrant dans la pièce. Il manque un peu de liquidité sur le compte principal. Marceau et ses parents paient le voyage de noces et les vins. Nous devons assurer la réception. C'est une question d'honneur. Je n'ai pas 25 000 € à vous donner, ai-je dit calmement. Vous avez déjà pris mon salaire du mois, et vous avez volé mon appartement. C'est fini. Le visage de mon père a changé de couleur, passant du rose au rouge brique. Tu as tes comptes d'épargne, Fanette. Je sais que tu as de l'argent de côté. Tu ne dépenses rien, tu vis comme une nonne. C'est mon argent. Pour ma retraite. Pour ma vie. Pas pour une fête d'une soirée. Ta vie? Mon père s'est levé, menaçant. Quelle vie? Celle qu'on te permet d'avoir ici? Tu crois que c'est gratuit de loger ici? Tu crois que ta nourriture tombe du ciel? Ces 25 000 €, considère-les comme le remboursement de toutes ces années où on t'a nourri et logé alors que tu aurais dû être parti depuis longtemps. J'ai senti une bouffée de chaleur monter. L'audace. L'incroyable audace. Je payais tout depuis 5 ans. Tout. Je ne paierai pas, ai-je répété, en me levant pour leur faire face. Allez demander à la banque un prêt si vous êtes si riche. Ou demandez à Olympe de travailler. Ma mère a poussé un petit cri scandalisé. Comment oses-tu? Ta sœur est trop fragile pour travailler. Et un prêt? Tu sais très bien que les banques sont,
compliqué en ce moment. Oui, je savais. Les banques ne prêtaient pas aux chômeurs insolvables fichier Banque de France, ce qu'était mon père en réalité, un secret que je gardais précieusement. C'est non, ai-je dit fermement. Débrouillez-vous. J'ai vu la haine pure dans les yeux de mon père. Ce n'était plus de la déception ou de l'agacement. C'était la haine d'un parasite qui réalise que son hôte se rebiffe. Tu vas payer, a-t-il sifflé. Ou tu vas le regretter. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Je suis ton père, et je t'ordonne de faire ce virement. Je me suis tourné vers l'escalier sans répondre. C'est ce silence qui l'a fait basculer. Il ne pouvait pas supporter mon indifférence. C'est là que la tempête a éclaté. La vraie tempête. Celle qui allait me mettre à la rue et les mettre à genoux. Et vous, honnêtement, comment auriez-vous réagi à sa place? On veut vraiment lire vos avis dans les commentaires, parce que chaque point de vue compte. Dites-nous aussi de quelle ville ou de quel pays vous nous regardez. Et surtout, ne partez pas, l'histoire est encore loin d'être terminée, ce qui arrive ensuite risque de totalement vous retourner. Il m'a suivi dans l'escalier, m'agrippant le bras avec une force qui m'a fait mal. Il m'a fait pivoter pour me faire face. Olympe était sortie de sa chambre, attirée par les cris, le visage couvert d'un masque de beauté vert, ce qui rendait la scène presque comique si elle n'avait pas été terrifiante. « Tu te prends pour qui ?» a hurlé mon père, sa salive postillonnant sur mon visage. « Tu crois que parce que tu lâches quelques billets, tu es la patronne? Ici, c'est ma maison. C'est moi le chef de famille. Je paie tout, papa. » J'ai enfin crié, libérant des années de frustration. L'électricité, l'eau, les courses, tes clubs de golf, les robes d'Olympe. Je paie tout. Vous vivez à mes crochets. Le silence qui a suivi a été assourdissant. J'avais dit l'indicible. J'avais brisé le mythe. Le visage de mon père s'est décomposé, puis s'est recomposé en un masque de fureur froide. Il ne pouvait pas accepter la vérité. Son ego ne le permettait pas. Alors il a inversé la réalité. Nous, vivre à tes crochets? Il a ri, un rire méchant, forcé. Tu es délirante. Tu es une pauvre fille malade. C'est toi qui as besoin de nous. Sans nous, tu ne serais rien. Tu serais seule dans un caniveau. Tu es une sangsue, Fanette. Une sangsue émotionnelle et physique qui s'accroche à notre foyer parce qu'elle n'est pas capable de construire le sien. Il s'est tourné vers Olympe et ma mère. Vous voyez? C'est ça sa gratitude. Elle nous traite de profiteurs. Elle, la sangsue qui vit dans notre maison d'enfance. Il est entré dans ma chambre. J'ai entendu le bruit de valises qu'on arrache du placard. Il a commencé à jeter mes vêtements dedans, en vrac, sans les plier. Il a pris ma boîte à outils, mon bien le plus précieux, et l'a balancé dans un sac de sport. Sors, a-t-il hurlé en revenant vers moi. Prends tes affaires et sors de ma maison. Tout de suite. Il pleut, Baudouin. A tenté faiblement ma mère, mais un regard de lui l'a fait taire. Je m'en fous. Qu'elle aille dormir sous un pont. Peut-être qu'elle comprendra la valeur d'un toit. Il m'a poussé vers la porte d'entrée. J'ai trébuché. Il a ouvert la porte et a jeté mes valises dans l'allée sombre. Va faire la sangsue ailleurs. Et ne t'avise pas de revenir pleurer quand tu auras froid. Tu n'es plus ma fille tant que tu n'auras pas fait ce virement et demandé pardon à genoux à ta sœur. Je me suis retrouvée dehors. La pluie était glaciale. J'étais en chaussons. J'ai regardé mes valises dans la boue. J'ai levé les yeux vers la fenêtre du premier étage. Olympe me regardait. Elle a retiré son masque de beauté, a haussé les épaules et a fermé les rideaux. Juste comme ça. Elle retournait à sa vie douillette, persuadée que le lendemain, tout s'arrangerait, que papa avait géré la crise. J'ai tremblé, mais pas de froid. J'ai tremblé d'une soudaine et immense clarté. C'était fini. Vraiment fini. J'ai appelé un taxi. Le chauffeur m'a aidé à charger mes affaires boueuses sans poser de questions, voyant mon état de choc. Où on va, mademoiselle? À l'hôtel de Paris, ai-je répondu. C'était le meilleur hôtel de la ville. J'avais les moyens. Je n'avais plus à économiser pour eux.
Dans la voiture, j'ai regardé les lumières de Besançon défiler. J'ai touché ma poche pour vérifier que j'avais mon téléphone et mon portefeuille. C'était tout ce dont j'avais besoin. Ils avaient gardé mes meubles, mes souvenirs, mon enfance. Mais ils m'avaient laissé partir avec la seule chose qu'ils ne possédaient pas, mon talent et mon argent. Je ne savais pas encore comment j'allais me venger. Mais je savais que la chute allait être vertigineuse. Et elle a commencé le lundi matin, à 9 heures précises, à l'ouverture de la banque. Le lundi matin, je suis entrée dans ma banque comme une femme en mission. J'avais troqué mes vêtements mouillés contre un tailleur impeccable que j'avais acheté le matin même. J'ai demandé à voir le directeur d'agence, Monsieur Valnet, qui connaissait bien ma famille, et surtout mes versements réguliers. Mademoiselle Parker. Quelle surprise! Tout va bien pour le mariage de votre sœur? Non, Monsieur Valnet. Le mariage ne me concerne plus. Je suis ici pour une restructuration complète de mes finances. J'ai passé 2 heures dans son bureau. La procédure était chirurgicale. Premièrement, j'ai retiré mon nom du compte joint. J'ai laissé dessus exactement 12,50 €. C'était tout ce qui restait de la fortune de mon père après leurs dépenses du mois. Deuxièmement, j'ai révoqué toutes les procurations que mes parents avaient sur mes comptes d'épargne personnelle, des comptes qu'ils ne consultaient jamais mais sur lesquels ils auraient pu puiser en cas d'urgence. Troisièmement, et c'était le coup de grâce, j'ai annulé tous les prélèvements automatiques liés à mon RIB, l'électricité de la maison, le gaz, l'eau, les assurances, les forfaits mobiles, y compris le forfait illimité international d'Olympe, et surtout, la carte de crédit Gold, que mon père utilisait fièrement et qui était adossée à mon compte courant personnel. Monsieur Valnet était blême. Mademoiselle, vous réalisez que cela va entraîner le rejet immédiat de toutes les dépenses en cours? Vos parents, ils risquent l'interdit bancaire. Mes parents m'ont mise à la porte, Monsieur Valnet. Ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas besoin de ma charité. Je ne fais que respecter leur souhait d'indépendance. J'ai signé les papiers. Le bruit du stylo sur le papier était le son le plus satisfaisant que j'ai jamais entendu. C'était le son des chaînes qui se brisent. En sortant de la banque, j'ai loué un magnifique appartement meublé dans le quartier des Chaprais, loin de chez eux. Pour la première fois de ma vie, j'ai acheté des choses pour moi. Une machine à café haut de gamme. Des draps en lin. Un système audio. Pendant 2 semaines, le silence radio a été total. Je n'ai pas appelé. Ils n'ont pas appelé. Je savais ce qu'ils pensaient, ils attendaient que je rampe. Ils pensaient que je boudais chez une amie et que je continuais à payer les factures par habitude ou par culpabilité. Ils étaient tellement habitués à ce que l'intendance suive qu'ils ne vérifiaient jamais les comptes. Je vivais dans une bulle de paix irréelle. Plus de cris. Plus de critiques sur mes vêtements. Plus d'Olympe qui me vole mon maquillage. Je travaillais sur mes montres dans mon nouveau salon inondé de lumière, et je me sentais légère. Mais je savais que cette paix était le calme avant la tempête. La date butoir approchait. Le deuxième acompte pour le château devait être versé le 14 novembre. Et ce jour-là, c'était aujourd'hui. Mon téléphone était posé sur l'établi. À 14h30, il a commencé à vibrer. Papa portable. J'ai laissé sonner 1 fois. 2 fois. Puis j'ai décroché, mettant le haut-parleur pour continuer à polir un engrenage en or. La voix de mon père n'était plus celle du patriarche puissant. C'était le glapissement d'un animal piégé. Allô? Fanette? Il hurlait tellement fort que le son a saturé. J'entendais du bruit de fond. Des voix polies mais fermes. Il n'était pas seul. Bonjour père. Que me vaut cet honneur? Ne joue pas à ça avec moi, éructa-t-il. Je suis au château de Véret. Avec les parents de Marceau. On doit régler le solde pour le traiteur et la salle. Ma carte ne passe pas. La machine dit « paiement refusé ». J'ai essayé 3 fois. C'est humiliant. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai imaginé la scène. Mon père en costume, transpirant à grosses gouttes, Madame Gersande levant un sourcil dédaigneux, le gérant du château tapotant impatiemment sur son terminal. Je n'ai rien fait, père. J'ai juste pris mon indépendance, comme tu me l'as demandé.
De quoi tu parles? Remets l'argent. Tout de suite. On a l'air de clochards ici. Le traiteur menace de tout remballer. Fanette, je t'interdis de nous faire ça. Tu m'interdis? Ma voix était calme, glaciale. Tu m'as jeté dehors. Tu m'as traité de sangsue. Tu as dit que je vivais à vos crochets. Si c'est vrai, mon départ ne devrait rien changer à tes finances, n'est-ce pas? Puisque c'est Théoï le riche investisseur. Il y a eu un silence au bout du fil. Un silence de mort. Il a compris. En une seconde, il a compris que je savais, qu'il savait, et que tout le monde allait savoir. Fanette. Sa voix a tremblé, passant de la colère à la supplication abjecte. Écoute. On peut discuter. Reviens à la maison. On a été, un peu dur. Mais c'est la famille. Ne nous fais pas ça devant les Miller. Olympe va mourir de honte. Je t'en supplie, débloque la carte. Juste pour aujourd'hui. J'ai regardé la pluie tomber par la fenêtre de mon appartement. J'ai repensé à moi, sous la pluie, 2 semaines plus tôt. J'ai repensé à mon appartement volé. À l'horloge brisée. Non, ai-je dit. Quoi? Mais pourquoi? Pourquoi tu nouais à ce point, a-t-il crié, reprenant son ton agressif. Pourquoi l'argent a disparu? C'est là que j'ai délivré le coup de grâce. Tu as dit que j'étais une sangsue qui suçait le sang de la famille. Eh bien, la sangsue est partie. Et le sang est parti avec elle. Tu veux savoir où est l'argent? Demanda la sangsue. J'ai raccroché. Immédiatement, j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'avais préparé un email. En pièce jointe, un fichier PDF de 50 pages contenant les relevés bancaires des 5 dernières années, surlignant en jaune chaque versement que j'avais fait et en rouge chaque dépense frivole d'Olympe et de mes parents. Le sujet de l'email, clarification financière concernant le mariage Parker-Miller. Destinataire, Olympe. Copie, papa, maman. Copie cachée, mais très intentionnelle, Marceau Miller, le fiancé, et Gersande Miller, la belle-mère. J'ai cliqué sur « Envoyer ». J'ai senti mon cœur battre fort, non pas de peur, mais d'une adrénaline pure. La vérité venait de partir à la vitesse de la lumière vers les smartphones de tout le monde présent au château. La bombe avait explosé. Il ne restait plus qu'à regarder les décombres. Je n'étais pas là pour voir la scène, mais Besançon est une petite ville, et les serveurs du château de Véret parlent. J'ai reconstitué le puzzle grâce aux rumeurs qui m'ont atteinte les jours suivants. Apparemment, 5 minutes après mon appel, les téléphones ont bipé. Marceau a consulté ses emails. On dit que son visage est devenu blanc comme un linge. Il a lu le document. Il a vu les chiffres, découverts bancaires, moins 4 000 € comblés par Fanette. Achat sac Dior Olympe, 2 800 €, payé par Fanette. Location voiture papa, payé par Fanette. Il a compris qu'il n'épousait pas une héritière, mais une fille fauchée dont la famille vivait sur le dos de la sœur aînée qu'il méprisait. Madame Gersande a arraché le téléphone des mains de son fils. Elle a lu, ajusté ses lunettes, et a prononcé une phrase qui est restée légendaire parmi le personnel, « Allons-nous-en, Marceau. » Cette famille n'est pas seulement ruinée, elle est moralement en faillite. On ne se mélange pas avec des escrocs. Ils sont partis. Ils ont laissé mon père et ma mère plantés là, au milieu du hall du château, avec le gérant qui exigeait d'être payé pour le dérangement. Le mariage a été annulé le soir même. Olympe a débarqué à mon ancien domicile, la maison des parents, en hurlant. Mais pour la première fois, il n'y avait pas de lumière. L'électricité venait d'être coupée. Je n'avais pas bluffé. Le lendemain, Olympe est venue à mon nouvel atelier, je ne sais pas comment elle a eu l'adresse, probablement en me suivant. Elle a tambouriné à la porte comme une folle. Tu as gâché ma vie. Sorcière. Jalouse. Tu as tout détruit parce que tu ne supportes pas que je sois heureuse. J'ai ouvert la porte, mais je suis restée sur le seuil, calme. Je n'ai rien détruit, Olympe. J'ai juste arrêté de payer pour le décor. Votre pièce de théâtre était trop chère pour moi. Marceau m'a quitté, a-t-elle sangloté, son mascara coulant sur ses joues.
Il dit que nous sommes des menteurs. Il dit que je t'ai volé. Il a raison, ai-je répondu. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai du travail. Un vrai travail. Celui qui paie les factures. Tu devrais essayer, ça occupe. J'ai fermé la porte au nez de ma sœur. C'était la première fois de ma vie que je lui disais non physiquement. Mon père a eu une attaque 2 jours plus tard. Une petite alerte cardiaque. Ma mère m'a appelé depuis l'hôpital, jouant la carte de la culpabilité ultime. Tu as tué ton père, Fanette. Il est à l'hôpital à cause de toi. Si tu ne viens pas payer les frais médicaux et t'excuser, il va mourir de chagrin. J'ai failli craquer. La vieille Fanette aurait couru. Mais j'ai pensé à la pluie. Au mot sensu. À l'appartement volé. Il a une bonne mutuelle, maman. Ah non, attends, c'est moi qui la payais. Elle a dû être résiliée hier. J'espère qu'il a mis de l'argent de côté avec ses grands investissements. Je n'y suis pas allée. J'ai envoyé un bouquet de fleurs, des chardons bleus, piquants et froids, avec une carte, rétablis-toi vite. Signé, la sangsue. C'était cruel? Peut-être. Mais c'était la seule façon de survivre. Il devait comprendre que le robinet était fermé, soudé, et jeté au fond de l'océan. 6 mois ont passé depuis le grand effondrement, comme je l'appelle dans mon journal intime. La maison familiale a été mise en vente. Saisie judiciaire. Ils n'ont pas pu payer les traites du crédit hypothécaire, que je payais en douce depuis des années sous forme de loyer. Ils vivent maintenant dans un petit F3 en banlieue de Besançon. Mon père travaille. Oui, vous avez bien entendu. À 60 ans, le grand investisseur fait de la comptabilité à mi-temps pour un garage automobile. Il a perdu de sa superbe, il est voûté, aigri, et raconte à qui veut l'entendre que sa fille ingrate l'a dépouillé. Mais personne ne le croit vraiment. Les preuves bancaires ont circulé. La vérité est têtue. Olympe, c'est le changement le plus surprenant. Après avoir touché le fond, et réalisé qu'aucun autre homme riche ne voulait d'elle avec sa réputation, elle a dû trouver un emploi. Elle est vendeuse dans une boutique de prêt-à-porter. Je l'ai croisée l'autre jour dans la rue. Elle portait un uniforme, elle avait l'air fatiguée, ses ongles n'étaient pas faits. Nos regards se sont croisés. Elle n'a pas détourné les yeux. Il n'y avait pas de haine, juste une sorte de résignation, et peut-être, très profondément, une lueur de respect. Elle sait maintenant ce que coûte 1 euro. Elle sait ce que c'est que d'avoir mal aux pieds après une journée debout. Elle n'est plus une princesse, elle est devenue humaine. Nous ne nous sommes pas parlé, mais c'était suffisant. Quant à moi, je suis assise dans mon propre atelier, celui que j'ai acheté, et non loué, avec l'argent que je ne donne plus à ma famille. J'ai récupéré mon appartement de grand-mère par voie légale, racheté par à bas prix vu leurs dettes, et j'y ai installé mon showroom. Je répare des horloges, mais j'ai surtout réparé ma vie. J'ai rencontré quelqu'un. Un restaurateur de meubles, Pierre. Il a des mains abîmées comme les miennes, et il trouve que c'est la plus belle chose du monde. Il connaît mon histoire. Il ne me demande pas d'argent. Il m'offre des dîners. C'est nouveau pour moi, d'être celle qu'on invite. J'ai appris une leçon vitale que je veux partager avec vous, la famille, ce n'est pas le sang. Le sang, c'est juste de la biologie. La famille, c'est le respect. C'est la réciprocité. Si vous êtes dans une situation où vous vous sentez utilisé, où l'on vous fait croire que vous devez acheter votre place à table, écoutez-moi bien, partez. Ils vous traiteront de monstres. Ils vous traiteront de sangsues. Ils essaieront de vous détruire par la culpabilité. Mais le jour où vous partirez, vous réaliserez que le poids que vous portiez n'était pas le vôtre. Et vous verrez, comme moi, que ceux qui vous traitaient de parasites étaient en réalité ceux qui ne pouvaient pas survivre sans votre sang. J'ai remis les pendules à l'heure. Et pour la première fois de ma vie, l'heure qui sonne est la mienne. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. C'était difficile à revivre, mais nécessaire. Si cette histoire vous a touché, ou si elle vous rappelle votre propre vécu, s'il vous plaît, laissez un « j'aime » sur cette vidéo. Et surtout, partagez dans les commentaires, avez-vous déjà dû couper les ponts avec un membre toxique de votre famille?
Comment vous êtes-vous senti après? Je lirai toutes vos réponses. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires de résilience. Prenez soin de vous, et protégez votre cœur, et votre compte en banque.